T'es-tu déjà demandé ce que les anciennes tavernes de l'Ouest servaient vraiment, à part du whisky fort et de la musique bruyante? Derrière les portes battantes, à la lumière vacillante des lampes à huile, les voyageurs fatigués trouvèrent quelque chose de bien plus qu'une boisson, le goût de la maison, l'odeur du feu et de la survie. Ces plats n'étaient pas des mets raffinés, mais des histoires, nées de la nécessité, du courage et de l'ingéniosité. Aujourd'hui, ils sont presque oubliés, mais chacun d'eux porte en lui l'esprit d'une époque révolue. Es-tu prêt à voyager avec moi, là où la poussière, le feu et le goût du vieil Ouest sont encore vivants? 1. Son of a Gunstew. Dans les tavernes enfumées et poussiéreuses du vieil Ouest, où le tintement des verres et le craquement des planchers de bois rompaient le silence, il y avait un plat qui exigeait le respect même des voyageurs les plus courageux, le légendaire Son of a Gun Stew. Ce plat est né de pure nécessité. Lors de longs et interminables voyages à travers des terres arides, rien ne devait être gaspillé. Tout ce qui restait du bétail, cœur, foie, estomac, moelle, parfois même le cerveau, allait dans la lourde marmite en fonte. On y ajoutait des pommes de terre, des oignons et quelques herbes sauvages trouvées en chemin. Le ragoût mijotait pendant des heures sur un feu ouvert, jusqu'à ce que son parfum puissant et épicé se répande dans toute la pièce et attire à table même le cavalier le plus épuisé. Mais ce ragoût était plus qu'un simple repas. Il était une preuve de courage, de ténacité et de volonté de survie. Certains disaient qu'un vrai homme se reconnaissait à sa capacité à finir un bol entier de Son of a Gun Stew. Ce n'était pas un plat pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui savaient que la force résidait souvent dans la simplicité. Le goût était puissant, brut et honnête, comme la vie elle-même. C'est peut-être ce caractère indompté qui a rendu ce plat immortel. Et toi? Si l'on te servait aujourd'hui un bol fumant de ce plat, le goûterais-tu? 2. Sourdoux, flapjacks. Avant les restaurants de petit déjeuner ou les crêpes sucrées, il existait une version bien plus simple et robuste, les sourdoux flapjacks. Ces crêpes dorées, légèrement acidulées, étaient l'élixir de vie des voyageurs. La pâte ne contenait que de la farine, de l'eau et une culture de levain sauvage, transportée dans de petites boîtes en fer blanc sur les selles. Pas de sucre, pas de lait, pas d'élégance, juste le strict nécessaire. Frites dans de la graisse de lard chaude, elles devenaient croustillantes à l'extérieur et moelleuses et denses à l'intérieur. Le parfum acidulé qui s'échappait de la poêle était comme un signe. Il y a de nouveau de l'énergie. Il y a de nouveau de la vie. Dans les tavernes de l'Ouest, ces flapjacks étaient disponibles à toute heure du jour, le matin au milieu de la nuit, ou chaque fois que quelqu'un entrait après avoir parcouru les routes poussiéreuses. Si l'aubergiste pouvait se le permettre, elles étaient servies avec de la mélasse ou des fruits cuits, parfois avec le gras du dernier morceau de viande resté en cuisine. Ce n'était pas un petit déjeuner délicat, mais un repas pour des gens qui avaient voyagé pendant des jours, pour des corps qui avaient besoin de force, pas de luxe. On les appelait parfois sinkers, parce qu'elles pesaient lourd sur l'estomac. Mais c'était précisément leur but. Elles devaient tenir au corps, réchauffer, soutenir. Si tu avais ces crêpes épaisses et chaudes devant toi, les mangerais-tu juste pour sentir le goût du passé redevenir vivant? 3. Fried salt pork and bean. Aucun autre plat n'incarne autant la vie dans le vieil Ouest qu'une simple portion de haricots avec du lard salé frit. C'était ce que chaque voyageur connaissait, ce qui se trouvait sur le poêle de chaque auberge, un plat né de la nécessité, mais devenu un symbole de communauté et de chaleur. La viande salée et grasse était coupée en tranches épaisses et frites croustillantes dans son propre jus. Puis venaient les haricots, généralement cuits des heures auparavant sur le feu pour qu'ils ramollissent et absorbent la graisse. Le parfum était puissant, terreux, et rappelait les longues nuits autour du feu de camp. Parfois, on y ajoutait des oignons ou de la mélasse, parfois rien d'autre que du sel et de la patience. Mais peu importe sa simplicité, il calmait la faim, réchauffait le corps et rassemblait les gens. Dans de nombreuses auberges, ce plat était disponible 24 heures sur 24. Nul homme ne devait boire l'estomac vide, disait-on. Pour beaucoup, un bol de haricots avec du lard salé représentait la maison, un souvenir des temps simples, de ce qui compte quand tout le reste disparaît. Le feu, la nourriture et la compagnie.
Si tu sentais l'odeur de ce plat copieux, t'assierais-tu, prendrais-tu la cuillère et comprendrais-tu pourquoi on disait dans l'Ouest « les haricots sont le pain de la liberté » 4. Prairie oyster. C'était sans doute le plat le plus notoire de l'époque, et pourtant on le mangeait avec fierté. Prairie oysters, les fameuses huîtres de la steppe, n'avaient rien à voir avec la mer. Elles étaient préparées à partir de parties du bétail que la plupart des gens préféraient oublier. Après les grandes transhumances, elles étaient nettoyées, coupées en tranches, roulées dans de la farine et des épices, puis frites dans de la graisse chaude, jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. L'odeur était intense, le goût étonnamment doux, et celui qui osait y goûter était considéré comme courageux. Dans les tavernes de l'Ouest, ces huîtres étaient souvent servies lors des fêtes, lorsque de nouveaux troupeaux étaient marqués au fer ou que la saison se terminait. C'était un repas qui faisait rire les hommes, mais aussi une épreuve de caractère. Celui qui refusait l'assiette risquait les moqueries. Celui qui la mangeait prouvait qu'il faisait partie du groupe. Pour beaucoup, c'était moins un plat qu'un rituel, un signe que l'on ne craignait pas la dureté de la vie. Ce plat racontait l'histoire d'un peuple qui ne gaspillait rien et trouvait nourriture et sens dans tout ce que la terre offrait. Si l'on te servait aujourd'hui une portion de cela, oserais-tu la goûter pour savourer comment le courage et la survie tenaient autrefois sur une fourchette? 5. Rabbit stew. Quand la viande était rare, on se tournait vers ce que la nature offrait, et cela signifiait souvent le lapin. Le ragoût de lapin était le plat de ceux qui créaient de grandes choses avec des moyens simples. Légère, maigre et abondante, la viande était la base idéale pour un ragoût chaud et parfumé qui fortifiait le corps et l'âme. Dans de lourds chaudrons en fer, les morceaux étaient d'abord rôtis dans un peu de graisse jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Puis on y ajoutait des pommes de terre, des oignons, des carottes et parfois quelques herbes ou racines sauvages. Tout mijotait pendant des heures sur un feu ouvert jusqu'à ce que la viande se détache presque d'elle-même de l'os. Ce n'était pas un plat pour les aventuriers ou les joueurs, mais pour ceux qui passaient leurs journées et leurs nuits en selle, tannés par le vent et le soleil. Dans certaines régions, on l'assaisonnait d'épices piquantes ou de poivre séché, ce qui lui donnait une profondeur incomparable. Quand le parfum du ragoût se répandait dans l'auberge, le silence se faisait, car chacun savait ce que cela signifiait. Un morceau de réconfort, au milieu d'une vie rude. C'est peut-être ce mélange de simplicité et de chaleur qui a rendu le ragoût de lapin inoubliable. Et toi? Si tu avais ce ragoût fumant devant toi, voudrais-tu le goûter pour sentir un morceau du passé se déployer sur ta langue? 6. Corn Dodger Biscuit. Parfois, la farine était un luxe, mais la farine de maïs, presque tout le monde en avait. De ce simple grain sont nés les Corn Dodger Biscuits, le pain quotidien du Vieil Ouest. Il suffisait de farine de maïs, d'eau chaude, d'une pincée de sel et peut-être d'un peu de graisse de lard pour en former de petites galettes solides. Elles étaient cuites directement dans la poêle, sur des pierres chaudes ou au four s'il y en avait un. Le résultat n'était pas un biscuit délicat, mais un morceau de pain robuste et granuleux, au goût de fumée, de graisse et de survie. Dans les auberges, on les servait parfois avec de la mélasse, ou on les accompagnait de ragoûts copieux. Pour les voyageurs, ils étaient plus qu'un simple accompagnement. Ils étaient à la fois un souvenir et un soutien. Ces petits pains se conservaient des jours, pouvaient être transportés dans des sacoches de sel ou réchauffés au feu. Parfois, les cow-boys les enveloppaient dans des chiffons et dormaient avec dans leurs bagages, prêts pour le lendemain. Le goût était simple, mais honnête. Chaque trace de morsure racontait la privation, la patience et la volonté de continuer. Et si tu tenais aujourd'hui une galette de maïs aussi simple et chaude dans ta main, sentirais-tu combien d'histoire peut résider dans un morceau de pain si modeste? 7. Pickled eggs. Derrière les comptoirs poussiéreux, entre verres et bouteilles, trônaient de grands bocaux troubles remplis d'œufs marinés, une image qui pour beaucoup était l'emblème d'une vieille auberge. Ces pickled eggs n'étaient pas un luxe, mais une invention pratique. Des œufs durs, conservés dans un mélange de vinaigre, de sel, de grains de poivre, de graines de moutarde, d'ail et parfois un peu de piment ou de jus de betterave pour leur donner couleur et piquant. Après des jours ou des semaines en bocal,
Ils devenaient de petites sources d'énergie épicées, acides, salées et au goût prononcé. Pour de nombreux voyageurs, c'était le repas entre deux étapes, bon marché, durable et toujours à portée de main. Pas d'assiette, pas de fourchette, juste prendre, écaler et manger. Souvent, un œuf coûtait quelques cents, servi avec une gorgée de bière ou un bon schnapps. Certaines auberges les proposaient même comme encas rapide, lorsque le feu de la cuisine était déjà éteint. Peut-être était-il simple, peut-être même insignifiant, mais il faisait partie du battement de cœur de cette époque. Dans un monde où rien n'était gaspillé, même un œuf mariné était un signe d'ingéniosité et de vie. Et si tu voyais aujourd'hui un tel bocal, oserais-tu en ouvrir le couvercle et goûter à ce que l'histoire a le goût, acide, piquant et honnête? 8. Buffalo Roast. Avant que les troupeaux de bétail ne dominent le pays, c'était le gibier qui nourrissait les gens, et rien n'était considéré comme plus précieux que le rôti de grand bison. Le buffalo roast était le festin de l'époque, un plat qui symbolisait la force, la richesse et la fierté. Dans les auberges, la viande sombre et aromatique était lentement rôtie sur une flamme nue, badigeonnée de sel, de graisse et d'herbes sauvages, jusqu'à ce qu'elle soit croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. Le parfum se répandait dans les rues, attirant même les voyageurs les plus fatigués. On disait que celui qui pouvait se permettre ce rôti avait réussi quelque chose. Car le bison n'était pas seulement une nourriture, mais un symbole de l'immensité, de la liberté et de la survie. La viande était plus robuste que celle de tout autre bœuf, légèrement sucrée et avec une profondeur fumée qui rappelait le feu et la poussière du pays. Souvent, elle était servie avec un peu de sauce ou des pommes de terre, parfois simplement pures, sur une assiette en étain aussi chaude que la vie à l'extérieur. Mais ce luxe avait son prix. Plus le rôti devenait populaire, plus l'animal qui le fournissait se faisait rare. Ainsi, le buffalo roast devint non seulement un plat, mais un souvenir, d'abondance et de perte à la fois. Si tu pouvais en goûter un morceau, voudrais-tu savourer le goût de la liberté d'antan? 9. Dry apple pie. Les fruits des frais étaient une rareté dans l'Ouest, mais les pommes séchées, c'était de l'or. La dried apple pie était la douce merveille d'un monde rude, une touche de foyer au milieu de la poussière et du fer. Les pommes étaient trempées dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau moelleuses et juteuses, puis mélangées avec de la cannelle, de la muscade et un peu de sucre. Cette garniture était placée entre deux épaisses couches de pâte faites de farine, de graisse et d'eau. Pas de pâte feuilletée, pas de luxe, mais une cuisine familiale robuste. Elle était cuite dans des poêles en fonte, sur le feu, ou dans de simples fours, jusqu'à ce que le parfum de pommes chaudes et de fumée emplisse la pièce. La croûte était dure, la bouche est ferme, mais le goût, doux, acidulé, légèrement caramélisé, rappelait à beaucoup leur enfance, les jardins, les jours sans souci. Un morceau ne coûtait que quelques pièces, mais pour certains, il valait plus qu'un verre de whisky. C'était du réconfort sous forme comestible, un court moment de paix entre de longs voyages et un travail acharné. C'est peut-être cette simplicité même qui a rendu la dried apple pie inoubliable. Un morceau de ciel, cuit sur terre. Si tu sentais aujourd'hui ce gâteau rustique, en prendrais-tu un morceau pour retrouver le goût des jours passés? 10. Bread pudding with whiskey sauce. C'était le dessert de ceux qui ne pouvaient rien gaspiller et qui savaient pourtant comment apporter de la chaleur dans une assiette. Le bread pudding with whiskey sauce était fait de restes de pain rassis, de biscuits secs ou de pain de maïs que personne ne voulait plus manger. Tout était trempé dans du lait, des œufs et un peu de sucre jusqu'à ce que cela se transforme en une masse douce et sucrée. Puis venait la magie, cuit sur des braises douces, jusqu'à ce que la surface soit dorée et que le parfum de cannelle, de vanille et d'histoire emplisse la pièce. Quand le pudding était prêt, la sauce arrivait. Un mélange simple mais inoubliable de whisky, de sucre et de beurre, versé chaud sur le pain tiède. Le résultat était un goût à la fois doux et rugueux, tendre et fort, comme les hommes et les femmes qui le mangeaient. Il était rarement servi car il demandait du temps et des soins. Mais quand il arrivait sur la table, tout le monde savait. Aujourd'hui, quelqu'un a cuisiné avec le cœur. Ce n'était pas un dessert pour les riches, mais pour ceux qui trouvaient l'exceptionnel dans le simple. Et toi,
Voudrais-tu goûter à ce pudding chaud et parfumé pour comprendre comment même les cœurs les plus endurcis de l'Ouest pouvaient s'adoucir un instant? Ces plats étaient plus que de la simple nourriture. Ils étaient des histoires, des souvenirs, un miroir d'une époque où la survie était un art et la simplicité signifiait la dignité. Chaque bouchée racontait le courage, la privation, la nostalgie du foyer. Aujourd'hui, ils sont presque oubliés, mais leur esprit perdure, en chacun de ceux qui osent chercher le goût du passé. Si ce voyage à travers la cuisine du Vieil Ouest t'a plu, alors clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et continue de nous accompagner sur la piste de recettes oubliées et d'histoires qui ne meurent jamais.